Bonjour à tous, c'est Loïc, bienvenue pour cet épisode 3 de Trash Talk en partenariat avec Poker Associé. Poker Associé, c'est l'unique plateforme de stacking pour vos tournois de poker. C'est notre partenaire, on les remercie. On est très content de vous retrouver après cet été. Comme toujours avec moi, mes invités, Looping, Alexis Ebsker, le retour de Brian Benamou après ses vacances et Adrien Guyon n'a pas pu être là malheureusement, il est malade. Donc on l'a remplacé par Yann Roudot, fondateur de PokerSphere, qui connaît très bien tout le milieu du poker amateur, qui a fait plein de choses pour, voilà, et qui aujourd'hui participe. Ça va, Yann, impeccable, content ? je suis comme à la maison. Comme à la maison ? C'est aussi pourri que ça chez toi ? C'est pas faux. Ouais, c'est pareil. C'est la même déco. Moi, j'ai un trou dans le plafond qui est pas réparé, et là, c'est fermé. Beaucoup de sujets, comme d'habitude, clivants. J'espère que ça va vous plaire. Trash Talk, saison 1, épisode 3, c'est parti. Première partie de l'émission, on en parle, tous les sujets brûlants de l'actualité. On commence, il y a eu forcément les WSOP, il y a eu 2 Français qui ont gagné un bracelet. Donc ça fait un petit moment quand même que les Français n'avaient pas gagné un bracelet au WSOP. 4 ans. 4 ans, exactement, mais voilà. Justement, est-ce que c'est important ou est-ce que c'est insignifiant pour le poker français qui a eu ces 2 victoires ? On va commencer par Alexis. De toute façon, je commence toujours par Alexis dans ces moments-là. Bah, c'est important pour eux, je pense, ça déjà. Après, pour le poker, je pense que tout le monde s'en fout. On est content que des Français gagnent des bracelets, mais c'est pas un événement. C'est plus un événement depuis quelques années, depuis qu'il y a eu Soulier, Antonin Tesser et puis Elki. Là, c'était vraiment un gros truc parce que ça faisait longtemps que des Français n'avaient pas gagné de bracelet et tout. C'était une grosse année. Depuis, j'ai l'impression que c'est un peu moins d'intérêt. Et puis, il y a 78 événements, donc 78 bracelets. C'est moins important que la grande époque, quoi. Enfin, la grande époque. Je suis très content des World Series maintenant. Mais c'est vrai que quand on a commencé le poker, il n'y avait pas autant de bracelets, c'était vraiment un événement de gagner un bracelet. Looping. Oui, moi je rejoins ce que dit Alexis et surtout c'est, j'ai envie de dire, l'anonymat des gagnants qui fait que ça rend pas très important. Ça aurait été des têtes d'affiche, des sponsors ou des gens qui font partie d'Euro, mais effectivement, ça aurait eu plus de répercussions. Là, oui, c'est bien, tant mieux, on est content pour eux, ils sont contents pour eux, mais je suis pas sûr que ça révolutionne quoi que ce soit. C'est pas un inconnu Julien Martini, non, c'est pas un inconnu. Il a eu des petits problèmes à une époque. On l'a plus trop vu sur le circuit. Et là, on le revoit. Il a gagné dès le début. Il a fait un été super. Il a même fait 2e à l'EPT national. Moi, je suis pas d'accord pour dire qu'on s'en fout. C'est forcément un bon signal pour les joueurs. Et en tant que nation du poker, la France se replace à une position qui est plus intéressante. Si on veut notamment attaquer la scène un peu high roller, il y a de plus en plus de joueurs français qui s'attaquent à la scène high roller. Il faut effectivement que des joueurs puissent monter des bankrolls pour pouvoir s'attaquer à ça. Et pour attaquer le très haut niveau, je pense que c'est un signal positif dans ce sens-là. Et il y a une émulation au niveau des joueurs plutôt positive. Après, effectivement, je suis d'accord que le prestige d'un bracelet, même si ça fait rêver tout le monde, c'est finalement quand Guillaume Diaz gagne le PT national à Monaco, quand là il y a un triplé français encore sur le PT national à Barcelone, c'est presque aussi intéressant et encore plus rémunérateur. C'est pas un bracelet, mais c'est un titre qui est magnifique aussi. Yann ? Mais ce qui peut être intéressant, c'est de savoir où se place le niveau français, puisqu'avoir 2 bracelets sur 78 events, quand tu sais que les Américains ils en ont pris 53. Ouais, mais la participation américaine est quand même très supérieure. On est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui serait intéressant d'avoir comme statistique, et là je les ai cherchés, je les ai pas trouvés, c'était le pourcentage de Français présents par rapport aux autres nations. Parce que du coup, on est 2 bracelets sur 78, donc on n'est pas loin de 3% de bracelets au final. Et il faudrait savoir s'il y a plus ou moins 3% de Français qui participent. Il y a beaucoup plus que 3%. De Français ? Ouais. Donc on n'est pas. Je crois que c'est 12%, si bon, un truc comme ça. Bon, après, 12% de Français Je crois que c'est énorme. Après, il y a aussi Romain Lewis qui fait 2 fois. Je crois qu'on est 3e ou 4e. Oui, il y a nation. plein de places d'honneur énorme, aussi. Il n'y a pas que gagner des bracelets. Ouais, mais c'est c'est vrai ça, qu'après, les places d'honneur, on est très bon pour ça. aussi. Après plusieurs années où on passe notre vie à faire 2e, réussir à en gagner, même s'il y en a un, William Reynolds, c'est sur l'event online, donc c'est encore différent parce que t'es même pas dans l'enceinte du casino. C'est un tournoi sur Internet. C'est un nouveau format. Et c'était quelqu'un qu'on connaît assez peu et qui vit aux États-Unis. C'est sûr que c'est pas comme si une grosse tête d'affiche gagnait le tournoi au niveau de la résonance. Mais ça donne un signal positif et je pense que notamment tous les Français qui sont arrivés, vu que les bracelets ont été gagnés tôt, ça les a motivés en tout cas pour essayer aider pour essayer de faire le meilleur été possible. Antoine Saout,
Deuxième sujet, on a vu 2 très belles victoires cet été, 2 victoires qui le font passer encore à un nouveau statut. C'est quand même un joueur qui a plusieurs millions d'euros de gains. 8 millions d'euros de gains, ça fait 2 fois qu'il joue de la TF du main event. Et pourtant, Antoine Saoud, ça n'a jamais été la star du poker français. Pourquoi ? Looping. Tu ferais mieux de commencer à demander à des joueurs pros et qui sont dans le milieu plutôt qu'à moi. Comment il se dédouane. En fait, Antoine Saoud, c'est pas un joueur qui cherche la renommée forcément. C'est pas une personnalité qui, comme il y a pu avoir Elki, comme d'autres, c'est un joueur c'est plutôt un grinder de l'ombre qui a été très mis en avant grâce à sa TF WSOP il y a une dizaine d'années en gros, mais c'est pas quelqu'un qui cherche forcément la renommée et qui le reste du temps... Il a fait 2 TF. Oui, mais là où il a vraiment été mis en avant, où on l'a découvert, c'était à ce moment-là. C'est là où il s'est pas fait griller par Benjamin Pollack. C'est là où il s'est fait découvrir en fait. Et il a été sponsor et c'est pas forcément un joueur qui est à l'aise dans ce rôle-là. Et forcément, quand on n'est pas à l'aise dans ce rôle-là, on est moins mis en avant, il cherche pas beaucoup à se mettre en avant, donc c'est normal que ça soit pas une star du poker. Pour il a moins de charisme et il le cherche pas. Ça fait 10 fois que je répète la même chose. Mais est-ce que ça devrait pas être une star de fait ? C'est-à-dire rien que par ses résultats, est-ce qu'il devrait pas être une star, Alexis ? Non, moi je rejoins complètement ce que dit Brian. C'est un garçon que je respecte énormément parce qu'il est très régulier et à travers les années, il a su passer d'étape en étape parce que le poker a quand même beaucoup évolué depuis sa première table finale. Et il s'est vraiment maintenu au top, mais c'est vrai que c'est pas dans sa personnalité. En interview, et c'est pas lui faire affront, c'est un mauvais client. Il faut un peu lui tirer les verres du nez et tout. Donc déjà, si les médias sentent pas que quelqu'un est bon pour faire des interviews, bah ils vont pas aller volontairement vers lui. Le résultat, même s'ils vont vers lui, le résultat n'est pas extraordinaire. Donc ça peut pas être une star sur ce plan-là. Maintenant, en termes de poker pur, je crois qu'il mérite vraiment ça. C'est clairement un des meilleurs joueurs français à l'heure actuelle. Après, mis à part à Vegas, il fait assez peu d'events. Le reste de l'année, il joue sur Internet. Enfin, la starification, elle dépend plus de la personnalité finalement que des résultats. C'est effectivement un joueur très régulier. Quand tu vois le nombre d'end-mob qu'il a, et encore cette année il fait je sais pas combien d'ITM, de places vertes, il est bon là-dessus. Mais si t'as pas la personnalité qui va avec, c'est compliqué d'être une star. Il faut le milieu aussi, parce que le milieu du poker n'a pas développer cette notion de starification. Si tu regardes Elki, il y en a qu'un. Tu regardes le foot, il y en a des tonnes. Je suis pas d'accord. Le vrai star. Mais il était star avant même. Là, par contre, je crois que tu viens de dire une connerie. Mais ça, j'aime ça. Mais je suis là pour ça. Mais moi, je trouve que on va. Alors, c'est mon avis. J'ai pas l'impression que la plupart des joueurs de poker essayent de s'identifier comme un gamin pourrait au foot s'identifier à un autre joueur. Parce qu'on est des adultes et j'ai l'impression que la notion de star, elle va pas... Non, moi je suis pas du tout de cet avis. Ouais, mais je pense qu'il y a un phénomène d'identification. Non, mais je respecte complètement ton point de vue. Mais non, je pense qu'il y a un phénomène d'identification et c'est d'ailleurs pour ça que les rooms ont plus par le passé que maintenant, mais on fait appel à des pros parce que tu veux devenir pro, tu veux rêver, tu veux faire les grands tournois et qu'ils te montrent le chemin, ils te montrent comment faire. Donc non, là-dessus je suis pas d'accord. Et c'est vrai que c'est... Pour revenir au sujet de fond, c'est pas le mec qui fait le plus rêver peut-être dans sa façon de se comporter, parce que c'est tout simplement ça l'intéresse pas quoi. Mais puis même il doit refuser des interviews. Enfin, ça m'étonne pas pour le connaître un peu. Il a été sponsorisé pourtant. Oui, et d'ailleurs, il faisait pas grand-chose. C'était à l'époque où le sponsoring était. Maintenant, le sponsoring a bien évolué. Enfin, ce qu'une room cherche, Antoine n'est pas en mesure de leur donner. Et en plus, il n'a pas envie de le faire. Partant de là, il gagne assez bien sa vie en jouant juste au poker et sans tout le battage médiatique autour de ça. Il ne cherche pas, il s'en fout. Et il a juste envie de jouer, d'être un des meilleurs joueurs et de s'affronter, de jouer face à des très bons joueurs et de progresser au poker. Voilà. Et d'ailleurs, là où la personnalité correspond pas, c'est que dans la dernière compétition qu'il a fait pour être sponsor, qui était le Pro Dream de PMU, il n'a pas été retenu, alors que techniquement, il a largement les qualités. Mais là, on parle de pro, on parle pas de star. Moi, c'était le terme. Alors, je fais de la sémantique, hein, c'est un peu relou, mais c'est vrai que la notion de star, pour moi, c'est quelque chose de vraiment au-dessus des professionnels qui donnent envie d'aller jouer. Il y en a, et c'est important qu'ils soient là, parce qu'en plus, il y en a qui ont des parcours un peu atypiques, où on peut s'identifier à eux. C'était le terme star sur lequel je rebondissais, qui me semblait un peu fort par rapport pour notre univers. Mais de toute façon, en français, effectivement, star du poker, il y a
quasiment pas. Il y a eu Elki. Et c'est à peu près tout. Après, il y a eu des énormes stars du poker, mais presque toutes les stars du poker, c'est des joueurs de l'ancienne garde. Tu fais quoi d'un mec comme Kitaï? Tu fais quoi d'un mec comme Kitaï? Si c'est pas une star au niveau du poker, je te parle, il te faut quoi? Ouais, Kitaï, mais même à une autre époque, t'avais Darcourt, t'avais des gens comme ça. Ça dépend où on met le curseur star. Voilà, Est-ce que ça s'arrête au poker? Si ça s'arrête au poker, effectivement, David Guetta, c'est une immense star. Si ça doit dépasser le poker et toucher des gens du grand public, etc., il n'y a plus qu'Elki, Bruel, Coolchen, c'est tout. C'est tout. Ouais, et eux, ils étaient stars, enfin, à part Elki, les autres étaient stars. Et certains pour d'autres raisons que le poker, ouais. On vient d'assister à la naissance comment on pourrait dire, d'un nouveau poker amateur avec l'UPCRA. On avait déjà la LFP et le Club des clubs, qui sont deux entités avec un passé assez long. Le Club des clubs a fêté ses 10 ans cette année, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça, 10 ans. Et la LFP... un peu moins, mais ouais, 8 ou 9, donc ça fait un moment. Mais on vient d'assister à une dernière année où ça a été compliqué, surtout pour la LFP, beaucoup de remous vis-à-vis de son président. Pourquoi tu me regardes? Oui, parce que tu pourras. Je me demandais pourquoi on parlait de ça. C'était pas sur la liste. Je veux pas avoir de problème. Tu auras sûrement un avis. C'est d'ailleurs c'est Florian, un des anciens de la LFP, si je dis pas de bêtises, qui a monté l'UPCRA avec d'autres personnes, c'est ça? Un des vice-présidents de la LFP. Oui. Un des vice-présidents de la LFP. Donc 10 ans qu'il y a des associations de poker, 10 ans que le Club des clubs, entre autres, fait beaucoup pour essayer de faire avancer le poker, le monde amateur, etc. Je pense qu'on ne dit pas de bêtises. Ah oui, ils ont même déposé à 2 reprises, ou alors ils sont en train de travailler sur la deuxième version pour demander le statut de fédération. Exactement. Donc, ils y travaillent très sérieusement. Et voici ma question. Pourquoi faut rendre justice à la LFP, ils ont beaucoup fait aussi. Pas du côté juridique, mais pour le dynamisme du poker amateur, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Alors justement, pourquoi il n'y a toujours pas de fédération du poker? Déjà, une fédération sportive, si tu prends au regard de la loi française, c'est une réunion d'associations qui est agréée par le ministère de façon à promouvoir le sport. Il manque 2 choses qui sont fondamentales qui fait qu'on n'aura jamais de fédération de poker en France. La première, c'est légalement l'exercice même du poker à partir du moment où il y a des gains et qu'on demande un investissement aux joueurs, c'est que ça doit se dérouler en casino. Donc, pour qu'il y ait une fédération, il faudrait impliquer tous les casinotiers de façon à ce que ça se réalise. Et donc les mettre d'accord. Et donc mettre tout le monde d'accord. C'est pas gagné. Mais le plus gros des problèmes, il est tout d'abord financier. Prendre d'autres fédérations, que ce soit le bridge, le golf, le tennis ou le foot. On parle de budget de fonctionnement qui tourne en millions d'euros. Le bridge en France, c'est pas loin de 100 000 personnes. Et une cotisation, ça vaut 50 et quelques euros. Donc on est à plus de 5 millions. Donc on est à plus de 5 millions d'euros. Et dans l'échelle comme ça, et tu montes jusqu'au foot où on est sur 3 millions de fédérés. Le problème, c'est que là, de ces associations, on leur demande de fonctionner et sans argent. Mais comment tu fais pour développer des projets si tu n'as pas un secrétariat, si tu ne peux pas payer des juristes, si tu ne peux pas avoir du marketing, si tu ne peux pas avoir des gens qui se déplacent, si tu peux... Donc ça va être très compliqué d'y arriver. Et c'est pour ça qu'il y a une certaine stagnation. Et en plus, par définition, le joueur de poker récréatif n'a pas envie de donner des sommes qui sont conséquentes pour jouer. Une fédération de poker, pour qu'elle existe, il faudrait qu'il y ait aux alentours de 10 000, 15 000 licenciés et que chacun soit d'accord pour donner 80 ou 100 euros. Et là, tu peux commencer à éventuellement penser à des projets. Donc, il faut arriver à fédérer les casinos, l'État, dont on ne connaît pas la position, on ne sait pas s'ils ont envie de promouvoir ça ou pas finalement.
On est à peu près sûr que non. On est à peu près sûr que non, mais je pose la question des pourquoi ça peut pas marcher. Des rooms partenaires dans un contexte où c'est pas forcément facile économiquement aujourd'hui, c'est difficile de débloquer des budgets pour avoir des gros partenariats. Donc moi, il me semble que c'est mission impossible d'avoir une fédération de poker. Et c'est pas le lancement d'une nouvelle association, quels que soient les mérites de ceux qui le lancent, mais qui est une pâle copie alors ça sera peut-être en mieux, mais de ce qui existait à la LFP ou qui est dû à une scission juste de gens qui n'étaient pas d'accord avec l'ancien président, le nouveau, où il y a vraiment, à part un peu de compétition sportive entre clubs, pas vraiment de grands projets qui va changer quoi que ce soit. Je suis pas d'accord du tout. Eh bien, vas-y. C'est pas que c'est alors impossible déjà, non. Je pense que c'est difficile en effet. Moi, il y a deux choses sur lesquelles je souhaiterais rebondir pour après expliquer pourquoi ce projet de fédération pourrait être théoriquement jouable s'il y avait des bonnes volontés qui travaillaient dans le même sens et qui partaient pas un petit peu comme des électrons libres. Parce que attention, tu fais court et pas trop chiant, sinon Alexis s'endort. Hein. Oui, t'inquiète pas. Déjà, quand tu dis que il y a un problème sur le fait de payer, pas payer, qu'il y en a qui misent de l'argent. Dans tous les sports, il y a un côté amateur où il n'y a pas d'argent, et il y a des sports professionnels où il y a des structures qui en investissent. Et donc, la notion de amateur professionnel, elle est dans toutes les structures. Dans tous les sports, pas dans le poker. Pardon ? Dans tous les sports, mais oui, si, dans le poker. Tu peux très bien, si tu prends le système amateur, il paye une cotisation de 30 ou 40 ou 50 euros à l'année, qui pourrait correspondre à la licence que tu prends quand tu joues au foot au FC Gradignan, et tu continues pas à investir de l'argent, et tu joues de façon gratuite et tout le temps. Donc oui, il y a en effet l'aspect... Ils payent pour une cotisation dans leur club et pour jouer dans leur club. Il y a quelque chose de concret. Ils ne payent pas pour une fédération qui leur amène rien. Mais parce que pour l'instant, elle n'est pas créée. Le travail du Club des clubs, pour avoir été longtemps en contact avec Nicolas, leur ancien président, qui a fait un boulot absolument gigantesque sur ça, Nico, si tu nous vois. Il a quand même déposé un premier dossier au ministère de la Jeunesse et du Sport, je ne sais pas s'il s'appelle encore comme ça maintenant, qui présentait un petit peu la structure générale de ce qu'on pouvait faire en réunissant tous les clubs. Ce qui s'est passé rapidement, c'est que pour qu'il y ait une fédération, il faut que les licences soient individuelles et prises via des clubs. Parce que la fédération, en fait, c'est pas un regroupement d'associations, c'est une association qui va... C'est une association d'associations. Non, parce que c'est une association de l'OMS1 comme une autre, mais qui, via une réglementation affiliée par le ministère un ministère quelconque, va récolter par un biais volontaire de gens qui veulent s'affilier à cette fédération, va récolter une cotisation à chacun de ses membres. Et donc, tu vas commencer à faire une sorte d'arbre généalogique entre la fédération, qui reçoit les cotisations via d'autres associations, et qui reçoit ces mêmes cotisations via des individus qui viennent s'inscrire là. C'est comme ça au foot, quand tu vas payer 150 € de licence pour ton gosse, il y en a 20 qui sont directement envoyés à la FFF. L'idée, beaucoup plus. Voilà. Alors, pour ça, le tissu, ça va prendre du temps si ça doit exister. Je suppose qu'au début, la fédération de molki ou de skateboard, ils ne devaient pas avoir beaucoup d'argent, donc ils ont dû commencer avec des petits moyens. Pour moi, la principale difficulté, c'est que on doit réunir tous les acteurs du poker pour que cette fédération, elle ait une véritable existence. Ou alors, elle va s'appeler la fédération du poker. On revient sur le deuxième point, c'est-à-dire que, effectivement, le molki, tu peux en faire partout. Mais là que aussi, le skateboard, tu peux en faire partout. Eh bien, si tu fais la fédération du poker amateur ou du poker gratuit, tu ne peux pas en faire partout parce que tu n'as pas le droit de demander une contrepartie financière. Tu es bien placé pour le savoir. Et que si tu mets pas en même temps les acteurs que sont les casinotiers là-dedans, tu peux pas. C'est ce que je viens de dire. Ce que je veux te dire, c'est que tu pourrais imaginer deux types de fédérations. La fédération du poker gratuit ou la fédération du poker amateur en France. Voilà. Il s'avère que jusqu'à quelque temps, je voulais en parler à la fin, mon coup de gueule, mais on va y revenir. Pour ceux qui ne sont pas informés, PokerSphere a perdu l'appel. Ça veut dire qu'ils ont considéré qu'une cotisation, quelle qu'elle soit, est un sacrifice financier obligatoire. Donc à l'heure où je vous parle, aujourd'hui, toutes les associations de France sont dans l'illégalité la plus totale. Tu n'as même pas le droit de demander 20 €
pour participer à un tournoi. Ce qu'il faudrait faire idéalement, c'est que tous les tournois free roll organisés, associatifs, PokerSphere ou je ne sais pas, soient en libre accès. Et après, si la personne elle veut prendre son adhésion parce qu'elle veut soutenir l'association, il n'y a aucun problème. Donc, tu peux très bien imaginer un système de fédération où il n'y a pas l'obligation de. Tu peux très bien ouvrir tes portes. Regarde, tu as des systèmes comme nous, c'est ce qu'on a fait avec PokerSphere. On a complètement changé depuis 6 mois et bien avant la décision de justice, parce que comme on changeait de projet, il fallait ouvrir nos portes. Red Cactus le fait aussi. Tu vas jouer dans les bars et l'utilisateur ne dépense pas un seul centime. Tu pourrais très bien imaginer, alors c'est peut-être de l'utopie, mais pour moi, c'est pas impossible. Non, mais et après, ça a une fédération. limite, ce système-là. C'est qu'effectivement, ce n'est que des amateurs ou des gens qui mettent de la bonne volonté ou des bénévoles qui s'occupent de ça. Et donc, je finis juste. Ah, mais c'est complémentaire. Non, mais Parce que c'est primordial. Le sujet de l'argent et mais le c'est pour ça sujet que du fonctionnement, du budget de fonctionnement. Mais l'argent d'une fédération. mais l'argent de la Fédération française qui est redistribué au club de foot, il vient d'où? Du monde professionnel. Eh ben, bonne chance pour aller trouver des professionnels, des entreprises qui sont capables d'investir Et quand ils comprendront que tous les gens... Combien quand tu étais chez PokerStar, combien de marques extérieures étaient intéressées pour investir dans le monde du poker? Tu en as pas? Il y en a quelques-unes, non, il y en a quelques-unes, mais effectivement, de quoi faire vivre une association avec des dizaines ou des centaines de milliers de membres à l'année, possible. C'est très, non, très mais compliqué. ce que je veux dire, c'est que mais on parle pas de faire une fédération qui ressemble à celle du football. On essaye de bouger un monde où il y a un vivier. Là où, je pense, les professionnels et les casinotiers se plantent, c'est que en s'attaquant à ces structures associatives, elles sont en train de balayer potentiellement la base de la pyramide. Je suis entièrement d'accord avec toi. Elles si sont en train de saccager leur vivier de clients. Parce que ce qu'ils comprennent pas, c'est que tu commences par aller dans une association ou un peu sur Internet, et il y a un moment où tu vas forcément au casino du coin faire le petit tournoi. Mais bien sûr, parce que tu gagnes un ticket, parce qu'un copain y va. Évidemment. Et ce milieu-là, c'est pour ça que c'est de l'utopie, hein. Mais le jour où il y a le groupement des casinos, du lobby des casinos qui se dit tiens, en fait, toutes ces structures-là, qu'elles soient associatives, fédératrices ou des structures comme Recactus ou comme PokerSphere en tant que structure commerciale, elles sont l'antichambre de nos joueurs de demain. Ah bah ils sont pas prêts de le comprendre. Non, ils attaquent. C'est plutôt à l'opposé. Mais ils sont à l'opposé parce que... C'est-à-dire, attends, Alexis, pourquoi à l'opposé? Bah parce que quand il y a des initiatives qui font un petit peu trop de bruit, ils ont tendance à effectivement attaquer. Donc non, ils sont complètement contre le poker amateur. Et je rejoins complètement ton avis. Je pense qu'ils ont complètement tort. C'est l'antichambre du poker. Je vois pas beaucoup de joueurs en casino débarquer, mettre 150 € sur la table et dire au croupier comment on y joue. Votre jeu, ça a l'air sympa. Ça m'est jamais arrivé. Donc il faut effectivement apprendre les règles et pratiquement tous les joueurs amateurs que je vois dans les associations, à un moment ou un autre, ils vont dépenser un peu au casino. Pas forcément beaucoup, ce ne sont pas forcément des gens qui ont beaucoup de revenus, mais ils y vont parce que ce sont des passionnés, donc tôt ou tard ils iront. Et fermer la porte de ces clubs, de ces associations, de ces tournées de tournois amateurs, c'est une très très mauvaise idée. Non, moi je voulais parler aussi de l'ego, parce que vous parlez d'argent et tout, c'est très très intéressant. Mais il y a une chose, c'est qu'à la tête de ces associations, il y a des gens. Ces gens-là, oublions même leur ego, faut se mettre à leur place, quoi. Ils ont fondé une association 7, 8, 10 ans en arrière, et on leur dit, bah, ça serait bien que tu laisses ta place au gars d'à côté, parce que on faudrait qu'on n'en ait plus qu'une. Même si il est amoureux du poker et qu'il a vraiment chevillé au corps la volonté de développer le poker en France, tu te dis, non, j'ai fait ça pendant des années, je vais pas laisser la place à l'autre. Pourquoi c'est pas l'inverse ? Et le problème, c'est que tout le monde se pose la même question. Il y a des problèmes personnels qui sont entrés. Ouais, voilà, a priori. Il y a des problèmes. Non, mais il y a des problèmes profonds. On va pas rentrer dans la polémique. Voilà. Mais ces problèmes-là, ils compliquent encore la donne. Ce qui fait qu'il y a une troisième association. On pourrait même dire une quatrième, puisqu'il y a Winamax Club Trophy, qui représente également le poker amateur, qui fait jouer des amateurs. Donc ça fait beaucoup. Et pour répondre à ta question, l'offre, elle est complètement morcelée. Et moi, je vois pas une réunification avant longtemps. Elle est possible. Je suis d'accord avec Yann. Elle est possible. Mais une réunification, une fédération, moi je te dis que c'est très très compliqué. Mais il a dit, s'il n'y a pas une structure au-dessus, avec une élection où ils entendent tous et il faut qu'on travaille ensemble vers le même chemin, on n'y arrivera jamais. Mais tu l'auras pas à partir du moment où tu n'as pas l'État qui encadre et qui donne un accord avec une reconnaissance officielle quelque part. Tu l'auras pas. Tu auras toujours un qui voudra par ego ou
ou pensant mieux faire ou voudra monter sa propre association. Pourquoi le nouveau président de l'UPCRA décide de monter l'UPCRA plutôt que de dire bon, il y a déjà un truc super bien qui se fait qui est le club des clubs, veuillons, est-ce qu'on peut faire quelque chose ou comment rejoindre ou comme ça. Non, ils montrent leur propre chose et ça vient du fait que justement t'as pas de fédération officielle et puis c'est l'intérêt de personne et les casinos sont contre et se mettront pas là-dedans pour aider. Enfin, quand tu vois qu'ils ont attaqué Winamax et qu'on va assister à la fin probable du Winamax Poker Tour, tout ça parce qu'ils ont attaqué Winamax et ils ont gagné devant la justice, on marche sur la tête. En quoi ça gêne un casino qui est le Winamax Poker Tour? Mais parce que dans leur tête, les 150 gars qui font le tournoi free roll dans le palais des congrès de La Rochelle, ils auraient pu venir au casino de La Rochelle pour le tournoi qu'il y avait le soir. Non, mais c'est sûr, que, ce jour-là, ils font certainement moins 50% au tournoi. Mais à l'année, c'est les calculs, il faut le faire à l'année. Et à l'année, ils sont largement perdants en empêchant ces gens de jouer. Je pense que c'est une vraie connerie. Alors, tu parles de La Rochelle, je pense que c'est pas un très bon exemple. En l'occurrence, je pense que le casino de La Rochelle en a strictement rien à foutre. C'est plutôt des petits casinos indépendants qui pensent que... qui ont besoin de chiffre d'affaires, qui ont besoin de joueurs, parce qu'ils n'ont pas des volumes aussi importants que La Rochelle, Enghien, ou les grands... Enfin, Enghien, il n'y a pas de poker. Mais La Rochelle, où il y a quand même une certaine stature. Mais les petits casinos indépendants souffrent. Et ils se disent qu'il y a une concurrence déloyale. Elle n'est pas du tout déloyale. Ce sont leurs joueurs qu'on forme et que Winamax, puisque le nom a été lâché, amène par Internet, etc., réunit à un endroit pour jouer au poker live. Moi, je pense que c'est une super opportunité. À mon avis, c'est une énorme balle dans le pied qui se tire. On passe au grand débat. Premier sujet de nos grands débats, l'affaire Winamax versus les bots. Il y a un joueur de poker qui a tout simplement accusé 2 gagnants d'être des bots sur Winamax. Il a fait tout un pavé sur le forum du club poker. On vous laisse aller le lire, c'est quand même assez complexe. De là, le thread s'est enflammé tout simplement. Réponse de Winamax, je sais pas, 4-5 jours plus tard, 6 jours plus tard, une bonne semaine plus tard même. Non, moins que ça. Moins que ça. Ouais. Réponse plutôt légère au final, où ok, c'est peut-être des bots, ils vont voir. En attendant, ils suspendent leur compte. S'ils peuvent pas venir en France prouver que ce ne sont pas des bots... Non, je suis pas d'accord avec toi, elle était pas légère la réponse de Winamax. La première réponse de Winamax, c'est de dire... Pour l'instant, on n'a pas de preuves si c'est des bots ou pas, et donc on va analyser et regarder. C'est plutôt pas idiot comme réponse. J'ai pas dit que c'était idiot. Avant de donner une réponse, on va regarder ce qui se passe. J'ai pas dit que c'est idiot, j'ai dit que c'est un peu léger parce que ça veut dire clairement, les gars, on n'est pas capable de savoir si c'est des bots ou pas. Tant que t'as pas analysé, tu peux pas savoir si c'est des bots. Aucune room est capable de savoir à l'avance si c'est des bots ou pas. C'est plutôt sage de pas prendre une décision à la va-vite. Non ? Et on sait très bien que les écrits sur les forums, c'est répété, déformé, analysé, dupliqué. Autant qu'ils essayent de dire hop, on a bien vu le truc, laissez-nous regarder ce qu'il en est, on revient vers vous. Après, et heureusement qu'ils ont fait ça, puisque si tu regardes bien au final, si je dis pas de bêtises, il y en a un dont ils pensent que c'est un bot et qui a été banni. Apparemment, ça n'est pas. Et l'autre, ils ont tout analysé. Non, il est même venu, je crois. Alors, sa façon de jouer. Ils ont d'abord, en premier lieu, fait une session vidéo à la demande de Winamax, où ils ont analysé leur GTO, leur vitesse de clic et la façon dont ils jouaient. La première session filmée a démontré que c'était tout à fait dans la ligne de ce qu'ils faisaient d'habitude, et donc ça serait plutôt pas des bots. À ça, Winamax dit, bon, ok, c'est pas des bots, mais comme c'est une vidéo et que ça a été fait de loin, on n'est pas sûr qu'ils aient pas pu tricher, donc on va leur demander de venir. Et sur les 2, il y en a un qui est venu jouer une session chez Winamax, et la session qu'il a jouée correspond à ses résultats de d'habitude, tant en termes de GTO qu'en termes de vitesse de clic. T'as pas l'air super convaincu là déjà, toi. Et de décision. Alexis, non Ils ont publié les résultats exactement de
sa perf ou ils ont juste dit que c'était en ligne avec Alors, le reste? Ils ont pas donné les end history. Voilà. Ils ont dit que là-dessus, ça correspondait à ses sessions habituelles. Et le gars est allé chez Winamax. Et l'autre est pas venu. Et donc, du coup, ils ont décidé de fermer son compte. Moi, là-dessus, dans l'affaire, je trouve que Winamax a plutôt bien géré. Il y a une chose qui me dérange dans la décision qu'a pris Winamax là-dessus. C'est de dire... Aujourd'hui, on se donne la possibilité de faire de l'exclusion préventive. Ça, je trouve ça complètement aberrant. Alors, je comprends bien qu'il faille préserver un écosystème et qu'il y ait des règles qui ont envie d'être protégées, ça c'est normal. Mais de dire je fais de l'exclusion préventive, ça ouvre la porte à tout. C'est-à-dire, je t'enlève le permis avant que tu te sois fait flasher par le radar parce qu'on pense que peut-être tu vas rouler trop vite. J'ai un petit peu de mal à comprendre l'intérêt de Winamax là-dessus et surtout, je vois pas bien l'équité par rapport aux joueurs où finalement, si tu as des super perfs et un super GTO, ça gêne plus qu'autre chose. Alexis. Moi, je trouve que ça va beaucoup plus loin que ça. Je suis complètement d'accord avec toi. À partir du moment où, dans la même déclaration, il y a marqué que rien ne permet d'établir que ce sont des bots, et en même temps de geler leur compte, il y a un paradoxe considérable, qui est gênant, qui est vraiment gênant, et qui ouvre effectivement, c'est une présomption de culpabilité, alors que dans la même déclaration, on dit on n'a rien contre eux. C'est quand même, ça va assez loin, mais ça va encore plus loin. C'est que les joueurs qui ont joué avec eux ont été indemnisés. Enfin, ils ont été indemnisés sur les challenges et tout ça. Voilà. Alors, on va en parler. Mais ils ont été indemnisés quand même. Il y a eu une démarche qui dit oui, il y a eu un préjudice, on vous rembourse une partie du préjudice. Il y a litige sur le montant du préjudice, ça, c'est d'accord. Mais il y a quand même une démarche de remboursement et d'indemnisation. Le terme indemnisation a été écrit par Winamax. Je comprends pas. C'est des bots ou c'est pas des bots? Ils trichent ou ils trichent pas? Parce que dans la même phrase, encore une fois, on nous dit tout et son contraire. C'est un peu préoccupant. Mais la démarche, moi, la première fois que j'étais comme vous, la première fois que j'ai vu la déclaration de Guignol, je me suis dit, c'est plutôt sensé. Puis quand tu réfléchis un peu, tu dis, mais c'est quand même particulier. On va les faire venir chez nous. Ça veut dire quoi? Qu'une room, la première room de France, n'est pas capable de vérifier qu'un mec joue bien. Que le cœur de métier qui est de faire jouer des gens partout en France depuis chez eux, ils savent pas le faire. Et ça pose le problème pas que pour Winamax, pour les autres rooms, posons la question. Est-ce qu'ils sont capables de garantir à 100% ou à 99,99% que c'est bien un tel qui joue depuis chez lui et pas une machine? Non, il faut les faire venir. Autant jouer en casino, ça s'appelle le casino. Mais le but d'une room, c'est d'assurer la sécurité de chacun de ces joueurs, d'où qu'ils se trouvent et à n'importe quel moment. Alors là, les gens ne sont pas encore au courant, je pense. Peut-être ça a été posté sur le CP. Il y a une action collective qui est menée. J'ai été contacté par l'avocate. Il y a une quinzaine de grinders haute limite qui ont déposé plainte et qui, c'est ce à quoi tu faisais allusion, ont déposé, pas déposé plainte, mais sont partis au civil pour réclamer que les indemnisations soient beaucoup plus élevées, parce qu'ils ont été... Juste les challenges par rapport à l'argent éventuellement ils ont perdu contre ces joueurs, si c'est des bots... Juste entre parenthèses, pourquoi c'est quoi les challenges? C'est tout petit comparé, c'est quoi les sommes qui peuvent être perdues là, tu penses? En gros, ça n'a rien à voir. Là, c'est les challenges hebdomadaires ou mensuels, donc le plus de mains, le meilleur, je sais plus tous les challenges qu'il y a, mais je crois qu'il y a quelque chose comme 1 000 € chaque semaine à gagner. Je sais plus du tout, ça fait très longtemps que je les ai pas joués, mais par rapport à ce que tu peux perdre sur des expressos à 100-250 € sur un volume, je sais plus combien ils jouaient d'expressos par jour, on parle d'une goutte d'eau par rapport à l'ensemble des pertes éventuellement subies si c'est des bots. Qui peut se chiffrer quoi, en centaines de milliers d'euros? Tous réunis, oui, je pense. S'ils mènent une action collective, je pense que c'est au moins ça, ouais. Oui, en fait, ce sont des spin and go à 250 € qui jouaient, donc ça va vite quand ce sont des règles que tu multiplies par 15. C'est des expressos, parce qu'on est chez Winamax. Des expressos. Bien joué, et c'est là qu'il y a une mauvaise gestion de Winamax. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils considèrent qu'effectivement il faut indemniser sur une certaine partie, ils vont avoir du mal à expliquer que sur le reste, ils ne peuvent pas. C'est-à-dire, ou effectivement c'est bien des robots, sauf que personne ne prouve. Où ça n'est pas, et il n'y a aucune raison d'indemniser, mais c'est compliqué d'indemniser que sur une partie. L'indemnisation... Et juste pour finir, sur l'histoire des robots, il faudrait quand même que ça soit fantastique, il faudrait être capable déjà d'avoir un mec capable de
créer un programme qui joue un GTO parfait. Mais en fait, maintenant, avec tous les solvers et les trucs comme ça, c'est justement un des PioSolver et différents Icemizer. Enfin, il y a plein de différents solvers qui sont disponibles. Je pense qu'un mec qui s'y connaît en programmation, il peut vraiment... ça peut être rentable pour lui d'essayer de créer un bot. Après, il faut qu'il le fasse bien. Il faut y arriver. Faut y arriver. Non, c'est pas si dur que ça. Mais c'est pas si compliqué. Il y a vraiment des logiciels. J'ai travaillé, moi, sur un logiciel. Hein. Pardon, De bot. Oui. Je te laisse dire ça. Et ben voilà. Monsieur Rodo On est sait exclu qui de c'est. Winamax. On sait qui c'est, donc. T'as non, gagné mais combien? Dis-nous c'était- combien t'as pris. alors. C'est peut-être le dernier épisode de Trash Talk là qu'on a Mais entendu. le- Non, mais vous le voyez, sien, il a on perdu tout le temps. On est automatiquement, on regarde ça. Moi, quand je me suis lancé, c'était il y a très très longtemps sur le .com. J'ai un pote qui était programmeur et qui m'a dit Yann, tiens, tu m'as expliqué la dernière fois que il y avait des axes mathématiques systématiques dans le poker. En plus, à l'époque, je te raconte pas comme c'était facile quand tu faisais des sit and go à 10 Bah, si, joueurs. si, s'en souvient, Brian, c'est l'époque où il gagnait. Ouais, ben pareil. Et, non, et, déjà, en là, fait, et en fait, on a tout simplement pris les tableaux de range de raise, de fold en fonction de la position, et il a monté un petit truc. Et on a testé. Et attends. Vous avez gagné combien? Non, mais attends. Ça a toujours pas fait. Ah, non, mais on est trash talk. Non, mais on a testé sur une après-midi. Ça a dû durer 2h30, 3h en play money. Je tairai le site en play money. On a fait x8 la bankroll Et initiale. t'as eu un cas de conscience et t'as arrêté. Non, je rigole. Non, mais on a dit, c'est trop. Par contre, au niveau sécurisation. À la sécurité, t'as des mecs qui se sont dit, ils sont vraiment trop cons. Ouais. Ils ont un bot en plein monnaie. Ah, mais peut-être. Sauf que là où c'est fort normalement, c'est qu'il avait rajouté. Écoute ça, il était très malin. Il avait rajouté une notion aléatoire par rapport au clic, c'est-à-dire que c'était pas toujours à tant de millièmes de seconde. Il y avait aussi un C'est ce moment. qu'ils ont étudié, Winamax, Et l'endroit les aussi. clics de Ah ouais, souris. ils ont- Bon, ça, c'est la base, il hein. avait aussi prévu de façon totalement aléatoire de son côté une pause toilette, ce qui lui permettait de faire passer des mains parce qu'il n'avait pas le temps de répondre. C'est déjà pas mal. Il avait prévu de faire un pourcentage de chance qu'on avait les as, les rois, de les folder parce qu'on était en absent. Et t'es toujours en contact avec ce monsieur C'est lui quand Non, mais je l'ai revu récemment, on en a reparlé, c'est pour ça que ça me rafraîchit le truc. Et je lui ai Mais expliqué justement, l'histoire de Winamax. Alors juste Mais une chose, justement, il passait à Paris. Pour te donner une petite info quand même, si c'est sur PokerStars, je sais pas pour les autres rooms, mais si jamais c'était sur PokerStars, le play money, il n'y a pas de sécurité. Donc tu peux même essayer un bot ultra binaire, tu dois pouvoir grinder Ah, du mais c'est play money, peut-être pour il n'y a ça pas que de c'est passé sécurité. tout seul. Il y a peut-être un Maintenant, mec ce que je veux dire, qui c'est voit s'il y a pas d'abus, que mais, gagner au poker avec un bot, Ah oui, c'est possible. c'est sûr, ça marche. Alors, est-ce que justement, là, pour revenir à Alors l'essentiel... attends, moi je voulais Vas-y. parler parce qu'il y a quand même l'action collective là. J'ai eu donc l'avocate au téléphone qui était très intéressée pour avoir un petit peu plus d'éclaircissement là-dessus, qui m'a dit que effectivement la déclaration de Guignol, elle était très surprise de sa nature et que apparemment, mais ce sont ses propos, c'est une déclaration qui n'avait pas fait l'objet d'une relecture juridique parce qu'elle se contredisait et qu'elle avait aucun sens. Encore une fois, c'est son avis. Et elle va porter cette action sur trois choses. La première, c'est le remboursement de tous les buy-in où ils ont été confrontés à un bot. La deuxième, c'est remboursement c'est préjudice moral. C'est des remboursements des frais de justice, etc. Et le troisième est beaucoup plus important, c'est sur la perte de chance. Puisque évidemment, s'ils ont joué des milliers d'expresso à 250 €, bah, ils peuvent dire qu'ils vont en gagner un certain nombre. Et puis il y a le système de bonus, puisque c'est une loterie. Donc comment on évalue tout ça? Mais multiplié par 15 plaignants. Donc ça peut faire pas mal, je rassure tout le monde. Hein. Winamax a les moyens de perdre ce procès, même de façon retentissante, ça sera absolument pas grave pour leurs finances. Donc ça n'a pas d'impact. Là où ça a un impact, c'est assez amusant, c'est que ça va peut-être inciter toutes les rooms, parce que là on pointe du doigt Winamax, mais c'est bien eux, parce qu'ils se sont fait piquer, mais c'est peut-être pas mieux ailleurs. Mais toutes les rooms à mettre un peu plus l'accent sur la sécurité. Je ne dis pas que c'est pas fait, mais en tout cas de faire des efforts supplémentaires pour garantir une meilleure sécurité des joueurs, et ça serait une très bonne chose. Parce que cette affaire, elle met au jour en fait un nouveau bras de fer, mais qui existe depuis longtemps, entre la sécurité d'un côté et les petits malins de l'autre. Et il y a une surenchère comme existe en informatique dans tous les domaines, les hackers et puis les systèmes de sécurité. Et donc si les rooms se laissent trop déborder, effectivement, c'est pas la mort du poker en ligne, mais ça veut dire que le jeu est plus du tout Et équitable. puis même si on Donc, perd un pourcentage de tes Mais joueurs parce que
Il y a toujours eu les histoires comme quoi le poker online c'était rigged, comme quoi c'était truqué, comme quoi. Là, évidemment, ça fait une très mauvaise pub de nouveau pour le poker online. Donc, ils ont tout intérêt à investir suffisamment pour. Oui, mais alors, Et c'est ça intéressant donne ce que tu raison dis. à tous les fantasmes, en plus, qu'il Ouais, mais- peut y avoir sur le fait que ça soit truqué, sur le fait que c'est pas sécurisé, sur le fait qu'il y a les logiciels qui font que ça soit un qui gagne et pas moi, et truc et machin, et tu l'entends tellement vrai, de ça fois ça, C'est pas le que type leader qui prend justement, tous les- ils ont tout intérêt, comme tu dis, à renforcer, à montrer, à prouver que chez eux, il n'y a pas de souci ou à la marge. Donc, en parce tout cas, que les moyens on sont mis. C'est ça. Je suis pas sûr que les gens continuent à jouer n'importe comment s'ils pensent que tout le la système est mémoire truqué. courte. Alors, Il y a voilà. un moment donné, il Voilà, faut, on a il la faut mémoire bien, courte. La il faut question bien finale. au moins dire, on peut pas peut-être tout garantir à 100%, mais on fait tout pour. Parce que si t'as pas ce discours-là et que tu pars du postulat que tu peux jouer dans un environnement qui est truqué, tu vas Mais pas toutes gagner les- les clients quand On même. est d'accord, D'ailleurs, mais c'est tout- dans ce sens-là, leur déclaration, c'est clairement dans ce sens-là qu'ils ont eu ce type de déclaration de guignol. C'est un peu, on essaye de couper court à la polémique et on fait en sorte qu'on oublie et on passe à autre chose. Vous inquiétez pas, tout se passe bien. Ce qui est possible, mais je connais pas tout les tenants et aboutissants, donc... Non, on peut quand même, suite à cette affaire, soupçonner un certain nombre d'opérateurs d'un peu de laxisme. Le bot, il a un mérite, c'est qu'il règle sans faire d'histoire. Hein. Il va pas t'envoyer des mails au support en disant oui, c'est dégueulasse, machin, c'est truqué, ou comment on fait pour s'inscrire à tel tournoi. Il fait du rec tout seul, tranquillement. Et qu'à un moment, quand t'es cadre dans une room, je ne dis pas que c'est le cas, et puis je dis pas que c'est le cas chez Winamax, mais tu peux te dire, après tout, les chiffres sont bons, qu'est-ce que je m'en fous tant qu'il n'y a pas d'histoire. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais dire deux choses. Peut-être pour conclure, en tout cas pour conclure pour moi. Quand j'ai posté l'article du Point, j'ai eu deux types de réactions, qui étaient vraiment minoritaires. Hein, donc je veux vraiment pas en mettre trop l'accent dessus, mais c'est très intéressant. Il y en a qui disaient vive le poker live parce que le online c'est vraiment trop rigged et tout. Eh bien, c'est pas parce que il y a des tricheurs qui essaient de trouver une faille que tout est truqué. Et que donc effectivement, Ouais, tu puis l'as le dit, il poker mélange live, tout. il y a eu des Il affaires mélange tout. retentissantes Et aussi. voilà. Et dans le live, c'est pas garanti à 100%. Du chip dumping, on en a vu. De la collusion, j'en ai été témoin. Donc, bon, faut arrêter. Des faut- signes. Donc, non, mais puis. Toi-même, tu m'as dit que tu avais un croupier une fois, tu avais un gros doute. Donc, bon voilà, le risque, il existe dès qu'il y a de l'argent, donc on le sait. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il y a des gens qui m'ont dit mais pourquoi tu parles de ça ça va encore faire du mal au poker et tout. Mais ce qui peut faire mal au poker, c'est que ça soit rigged, enfin que ce soit déséquilibré, on va dire, et que personne n'en parle, et que justement les rooms s'en foutent. Ça serait scandaleux, et ça serait dangereux pour le poker. Il faut en parler parce que les rooms vont réagir, elles réagissent maintenant. Est-ce qu'elles auraient réagi si c'était devenu public, ou est-ce qu'elles auraient réagi dans ces délais-là? On ne le sait pas, mais on peut imaginer que ça a quand même fortement accéléré les choses. Donc oui, il faut en parler absolument, c'est pas tabou. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut aussi parler des choses positives, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais il faut parler de ce genre de choses pour que le nécessaire soit fait. Deuxième sujet qui a animé les grands débats pendant l'été. Yo Viral est-il malaisant? Bon ben là au moins c'est bien, c'est directement les mecs du CP qui ont fait la question. Yo Viral, on lui a reproché beaucoup de choses ces derniers temps sur sa manière de communiquer. Mais cet été, on lui a surtout reproché de pas payer ses employés, on va dire ça comme ça. En tout cas, il y en a plusieurs qui sont venus sur le CP, sur le forum du CP, pour témoigner du fait que Yo Viral leur avait promis monts et merveilles, et puis au final, il n'avait pas tenu ses promesses. Il a répondu à la fin de l'été sur un message de 7-8 minutes où il n'y avait pas d'image, il n'y avait que sa voix, en expliquant qu'au contraire, il ne leur avait jamais rien promis. Il avait déjà une équipe qui s'occupait du montage vidéo, etc., qui payait, mais que les autres, ils ne leur avaient strictement rien promis. Et que ça se réglerait devant la justice pour ceux qui le diffamaient. Messieurs, on est parti. Yo Viral, y a-t-il un problème avec ce joueur? Alexis? Il y a un problème parce qu'il y a une histoire, mais moi je suis assez... je voudrais le défendre sur ce point-là. Je crois qu'il a été clair depuis le début qu'il ne paierait pas les intervenants. Donc libre à eux de refuser, ce qui est tout à fait normal si tu effectues un travail que tu n'es pas payé, de refuser. Mais effectuer le travail en sachant que tu ne serais pas payé, puis au bout de quelques mois dire au fait je ne suis pas payé, donne-moi de l'argent, ça ne fait pas partie du deal. En l'occurrence, les modos, la plupart du temps, ils sont indemnisés, mais ils ne sont pas payés, ils ne sont pas salariés. Et toi, tu m'expliquais que à l'époque de Poker Star Live, les Bah, modos, après, par exemple, vous les payez pas. Oui, les modos, ils n'étaient pas payés, ils étaient indemnisés, on les ça invitait sur des continue tournois. maintenant. Hein.
Enfin, ils sont pas vraiment payés. Non, ils sont indemnisés, on leur fait une étiquette, des choses C'est comme normal ça. qu'ils soient pas payés, ils sont obligés de te payer toi. Ils trouvent où l'argent après? C'est cher. Mais c'est plus du travail bénévole, participatif, et puis c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et puis si tu commences à payer tes modos, c'est pas une question d'argent, mais ça crée une relation un peu étrange. C'est plus des complices, des copains, que des gens, que des employés, quoi. Ah, il y avait pas que des modos a priori qui témoignaient non. sur le CP. Non, mais bon, voilà. Donc à partir du moment où les règles sont connues, moi je vois pas pourquoi elles devraient changer en cours de route. S'il a été assez clair au départ. Maintenant, je connais bien une personne, Sophie Petrides, qui a travaillé avec lui, qui était vraiment motivée, qui était yo-viral à 1000%, etc., comme elle est, parce que c'est une passionnée. Et pour la décevoir, la connaissant bien, elle a fait la Maison du Bluff et tout, c'est vraiment une fille ultra gentille. Pour la décevoir, faut quand même y aller. Donc je pense qu'il y a quelque chose. Moi, je crois, ce qu'on m'a dit, hein, j'étais pas là, mais je crois qu'il a très mal parlé à certains de ses employés ou participants, bénévoles, on les appelle comme on veut. Et que quand tu payes pas tes gens, le respect, et la sympathie, la courtoisie, c'est quand même le minimum. Je crois que ça, il l'a pas fait. Et je pense savoir que... moi, c'est quelqu'un que j'apprécie, hein, vraiment, yo-viral. Ah non, mais yo-viral, Mais il est un peu on va sur mettre une tout le autre monde d'accord planète. avant. C'est un ami à toi, c'est un ami à Ouais. moi. Donc au moins, Mais il est on un peu va- sur on une va autre être clean planète et avant. peut-être qu'il s'est dit, ça y est, maintenant je suis une star, ça commence à devenir vraiment important parce que sur les réseaux sociaux, il devient vraiment énorme, au moins sur la planète poker. Ça, c'est sûr. Et peut-être qu'il s'est dit, mais quittez-toi pour m'emmerder, voilà. Et ça, c'est des choses, les gens, ils aiment pas et qui aiment se faire parler comme ça. Donc peut-être que dans sa façon de communiquer avec ses équipes, bon, il y aura à redire, je pense. Et je l'invite à corriger ça parce que c'est un gentil mec au fond. Et puis c'est le numéro 1 de la communication en joueur de poker actuellement en France. Looping. Oui, c'est d'ailleurs peut-être cette communication à tout va qui pose problème. Moi, effectivement, c'est quelqu'un que j'apprécie, qui est plutôt abordable, gentil. Lorsqu'il est venu au Florida, il a été très sympa. Mais il y a un moment, il faut rester concentré sur un petit peu le cœur de métier qui est le poker. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, là. Il veut faire de la communication. Il veut amener le poker dans le grand public. J'ai envie de dire de la communication de tête de gondole où à un moment donné je fais de la promotion sur ci, je fais de la promotion sur ça, un pack acheté, 2 packs offerts, et on met du porno et des culs et des... Bon, c'est bien, mais dans une... Voilà, c'est bien ça. Dans une certaine limite. Je suis pas sûr que ça soit... Ah, il n'a pas dépassé les limites. Il a pris Nikita Bellucci et une autre nana, il a montré des fesses et des nichons. Je dis pas qu'il a dépassé. Je dis ça doit être fait dans une certaine limite. Ça, c'est sur sa communication. Sur l'affaire en elle-même, moi, je rejoins plutôt Alexis. Les gens qui ont travaillé avec lui, ils savaient. Ils savaient qu'en contrepartie, ils étaient dédommagés avec un abonnement élite à 80 ou 90 euros. Effectivement, venir après dire ouais, mais c'est dégueulasse, j'ai pas été payé, je suis pas sûr que ça regarde le grand public si c'était leur accord. Après, ce qu'il leur a promis ou pas, il y a que Yo et eux qui le savent. Donc c'est compliqué de juger. Je suis pas sûr, moi, qu'il y ait une affaire yo-viral là-dessus. Brian. Bah, je vais peut-être répéter un peu ce que tout le monde dit, mais à partir du moment où moi j'ai juste lu ce qu'il y avait sur le CP, yo-viral, je n'échange Tu pas t'es tapé les 72 pages? Non, mais non, j'ai lu quelques pages en diagonale. Après, la question, c'est effectivement comment il a été avec ses équipes. Est-ce qu'il leur a demandé plus de charge de travail que ce qui était un peu convenu au départ en leur mettant à pression? Est-ce qu'il a été sympathique ou pas? Pour qu'il y ait comme ça tout d'un coup une bonne partie de ses équipes qui fassent un trade ou qui partent, à un moment, il y a dû avoir un point d'achoppement, il y a dû avoir un point de rupture qui vient de lui peut-être, qui vient de ses équipes, je sais pas. Enfin, il y a forcément eu quelque chose. Après, c'est sûr qu'il leur a rien promis non plus. Bon, je sais pas. Il communique d'une certaine manière. En fait, pour moi, on parlait d'Antoine Saout tout à l'heure, c'est exactement l'opposé d'Antoine Saout. Antoine, lui, il est que axé sur le poker, il n'a pas envie de communiquer. Yo, effectivement, il a décidé de faire beaucoup de choses à côté du poker. Il continue un peu à jouer au poker, mais maintenant, limite, ce qui l'intéresse le plus, c'est de communiquer autour. Quand il est dans un événement, je pense qu'il passe plus de temps debout à essayer de faire des vidéos pour un Facebook Live ou des choses comme ça qu'à jouer le tournoi ou à jouer en cash game.
Voilà, c'est Et une ça, c'est manière de d'ailleurs parler très du bon pour poker. le poker. La façon qu'il a avec ses copains youtubeurs de faire venir du monde, de faire. C'est quelque chose Il est intelligent là-dessus. de Effectivement, très, si un très bien, parce que youtubeur ça- qui a 1 million de vues, il s'affiche auprès de lui, ça lui permet de gagner des vues. C'est Enfin, ça. il connaît tous les mécanismes Ouais, il de est très fort au niveau communication. du système de Et com. voilà. Après, Mais justement, est-ce que c'est pas un peu le retour de bâton en fait? Est-ce que c'était pas juste est-ce que là on n'est pas en train de lui taper dessus sur cette Oui. histoire Non, je pense que juste c'est parce qu'on c'est veut- deux sujets différents à mon avis. Mais- Et sur moi je suis d'accord avec vous. Je vais vous dire très franchement, je suis abonné à Io sur Instagram. Et de temps en temps, je like ses trucs. Le voir torse nu dans sa piscine au Rio, je m'en branle un peu, quoi, tu vois. Donc oui, ça me saoule. Je suis probablement comme toi et ça rejoint ce que tu disais. Ça va certainement saouler pas mal de gens qui l'aiment que pour le poker. Mais bon, dans l'absolu, il est en train de grinder des abonnés, toujours plus, et ça va remplir son école de coaching. Au final, le solde, il est largement gagnant. Donc, on va râler, on va dire, oh, ça n'a aucun sens, mais il s'en fout, lui. Lui, il est gagnant. Donc sa communication, je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'elle est très calculée et très intelligente et qu'elle porte ses fruits. Le tout, c'est Mais de je pas suis se d'accord scier de avec sa ça. base. Mais il s'est pas du tout scié de sa base. Je voudrais juste dire un exemple. C'est une situation qui est réelle et je vais vous raconter pourquoi c'est... Enfin, je vais vous raconter le truc. Quand on a lancé Poker Stars Live, tout le monde était bénévole. Et j'ai dit à certains, voilà, on Je va sais se de laisser- quoi tu vas parler. on va se laisser. Alors, je vais pas citer de nom si tu permets parce que je voudrais pas impliquer des gens, mais on va se laisser. Je crois que c'était 2 mois. Vous travaillez gratuitement. Là, pareil, les choses étaient extrêmement claires. Si au bout de 2 mois, on a de l'audience et de la qualité, je vous paye et on pérennise l'émission. Bon. Première émission de cette personne, pas exceptionnelle. Deuxième émission de cette personne, c'est plutôt pire. Et à chaque fois, elle me dit alors, comment c'était Ouais, c'était pas mal, c'était pas mal. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en interne, tout le monde me regardait en me disant mais pourquoi tu maintiens ces trucs-là? Qu'est-ce que ça n'a aucun sens. Je me faisais défoncer à chaque émission. J'ai maintenu jusqu'au bout. J'ai dit on va voir. 4e émission, l'audience qui avait perdu, je sais pas, 70% par rapport à la première. Qu'est-ce que je dis à cette personne? Je lui dis c'est de la merde, personne regarde. Je me fais insulter? Ou je lui dis écoute, on n'a pas trop d'argent, on va pas continuer, ça marche bien, mais j'ai choisi la deuxième solution. C'est un peu hypocrite, mais je veux pas vexer quelqu'un qui a bossé gratuitement, qui était super enthousiaste, qui croyait. Donc j'ai été faux cul. Cette personne, elle m'en a voulu. Parce qu'elle s'est dit, ils ont pas d'argent, tu parles Poker Stars, ils ont pas d'argent, ils veulent pas me payer, oui, voilà. Alors depuis, ça s'est arrangé, on s'est réconciliés. Mais cette personne, elle l'a mal pris. C'est peut-être aussi ce qui s'est passé avec YoViral. C'est que c'est difficile de dire à quelqu'un qui bosse bénévolement pendant 3 mois, tu sais, ton boulot, il est pas top, je vais certainement pas te salarier toi, je vais prendre quelqu'un d'autre. C'est pas évident. Et forcément, t'en veux au mec. C'est peut-être aussi ce genre de situation. Et YoViral, il a à gérer ce genre de truc. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui pensent, j'ai aucune idée des chiffres, parce que vraiment, mais qui pensent que YoViral gagne beaucoup d'argent en ce moment. Au moment, il y a Et il est un très an fort. ou 2 ans, quand les gens se disaient, il gagne un peu, il commence, je vais aider, il est sympa, j'ai envie de l'aider. À partir du moment où il gagne beaucoup, peut-être que ceux qui étaient là depuis 1 an, ils se disent, quand même, il se fout de notre gueule. Ouais. Ça fait 1 an qu'il se gave complètement. On pourrait croquer. Et il entretient bien le truc, voilà. il entretient le mythe. Oui, lui, Parce il que qu'est-ce qu'il entretient a fait bien. au World Series? Pas de coup d'éclat énorme. Je sais pas, peut-être il a un ROI positif, mais enfin pas de coup d'éclat énorme. Le PT Barcelone, que je De sache. toute façon, au tournoi, a priori, c'est pas censé être sa spécialité. Effectivement, c'est le cash game. Et après, le cash game, c'est vrai que On c'est sait- très compliqué on de sait- savoir. on sait pas trop. Mis à part voir qu'il pose beaucoup de jetons, enfin, on peut les acheter. Je n'ai aucune idée, effectivement, de ses gains dernièrement. Mais en tout cas, beaucoup de gens, et lui, même dans sa communication, fait croire qu'il gagne beaucoup au poker et qu'il gagne beaucoup avec général, sa fait plateforme de croire, stacking. et tout ça. affirme, on sait Oui, pas. affirme même. Donc après, peut-être qu'il y a aussi un peu de jalousie ou au fur et à mesure de frustration de jamais être payé par rapport à ça, ce qui pourrait se comprendre. Il est obligé de montrer un truc un peu glorieux. Bien sûr. C'est un vendeur de coaching. S'il n'a pas de bons résultats ou qu'il dit qu'il n'en a pas, ça va à l'inverse de sa communication. Moi, j'ai pas trop suivi le truc. Je suis assez d'accord pour les trucs. Pour les accords et qu'il faut les respecter en gardant un peu de respect dans les discussions avec des collaborateurs ou des employés, même dans la vie en général. Je crois que le mieux c'est d'être respectueux de ceux avec qui on partage les moments. Moi je voudrais juste rebondir sur le fait d'être gêné par son type de communication.
J'ai pas dit que j'étais gêné. Non, non, mais je parle pas de toi, dire, il faut gêné. pas dépasser, Si. il faut pas dépasser une certaine Une limite. Ben, en fait, les limites. Et pas sortir alors, de toute et pas façon- oublier la base. Ouais, mais la base, c'est on s'en du viral, viral, moi, que je veux le dire. Bio viral, c'est le sujet le plus clivant que tu puisses avoir. Voilà, Il y parfait. a ceux qui adorent et ceux qui détestent. Ah, bah, et moi, je vais effectivement, la plupart des règles détestent. Voilà. L'idée, c'est de se dire, quand tu as un produit, notamment sur le numérique, tu dois avoir une stratégie hyper agressive. Et tu dois trouver de 1000 moyens pour faire parler de toi, afin d'avoir des clics, des pouces bleus, des likes, des abonnés, etc. Il a mis en place toutes les stratégies que moi j'exècre quand on me téléphone, quand je vois des pops sur mon sur mon ordinateur. Il utilise tout ce qui marche. Donc, on aime ou on n'aime pas. Tous les jours, la pub à la télé, la pub dans ta boîte aux lettres, la pub sur Facebook, eh bien, il utilise ce qui marche. Il a utilisé les clés du marketing pour que son école de coaching, elle soit mise en avant au maximum pour qu'il ait des amateurs qui ont envie de se perfectionner avec ce mec qui radie de réussite, en fait. Et la question que tu dois te poser en marketing, c'est à quel moment ça devient contre-productif. Mais, Oui, mais Et ça, il n'y a que lui qui le sait. je crois, mais mais puisqu'il y non, a parce que lui que qui a ses la chiffres. masse et le volume. Je vais te dire un truc, j'en discutais, je sais plus avec. Je vais te dire le nom. Imagine, tu cherches à recruter des joueurs de poker. Le joueur de poker, c'est quoi? C'est un homme en général, majoritairement, majeur, automatiquement. Bon, qu'est-ce que peut faire sur Internet un homme majeur de plus de 18 ans? Eh bien, tu mets de la pub de poker sur les sites porno. Tu vas trouver un maximum de mecs. Et tu vas taper ta Non, ça a cible. été fait, ça n'a pas trop marché. Ça a été fait, ça n'a pas été marché. Ah ben tu vois, j'étais même pas au courant parce que je pensais justement que... Vous êtes fait on- enculer sur ce coup-là? Non, c'est Oh. pas du tout. Non, c'était pas du tout PokerStars, mais. Et donc du coup, si tu veux, moi je Je te comprends... regarde, ça. Je comprends qu'il a envie de mettre des nichons et des fesses. Ça marche pour les yaourts. Ça peut bien marcher pour tout plein de trucs. Tu vois, ça me gêne Non, même puis, pas. C'est presque... Le buzz négatif dont on parle, finalement, il n'affecte pas le produit. C'est-à-dire que quelqu'un qui se dit peut-être prendre un coaching ou quoi que ce Mais soit. est-ce que ça existe vraiment, le buzz négatif? Si, oui, il franchement y a du buzz qui affecte ton produit. C'est-à-dire, c'est un buzz qui dénigre ton produit dans ce qu'il est, dans la raison d'être du produit. Donc ça, c'est négatif. Mais par contre, du buzz négatif sur ton entreprise ou sur une personne dans l'entreprise, non, pas forcément, parce que c'est intéressant ce que tu viens de dire. C'est que ça, on parle encore de lui. Bien On sûr. en dit du mal, mais on dit pas du mal du produit. On dit pas que le coaching il est pourri, parce que Bon, après, il mais a on perdu dit pas plusieurs du mal coachs de- aussi. hein. de- Il y a non, plusieurs non, coachs qui non, sont non, partis. non, du mal de Yo, au contraire. Ouais, ouais, voilà, bien ben sûr. voilà, on dit pas du mal de Yo. Et on n'en pense pas du mal. Mais ce que je veux dire, c'est que la qualité du coaching, personne la critique. Et du coup, le mec qui regarde cette émission ou qui a été sur le CP ou peu importe sur les réseaux sociaux, s'il doit choisir une école de coaching, en tout cas, il a entendu parler du viral. Ah, de Il toute ira façon, peut-être pas. il a pas beaucoup de concurrence au niveau français. Il n'y a pas beaucoup de. Il y a Adrien Guyon. Oui, d'accord. Non, mais c'est pas. Ah, il y a attends, l'école attends, française de attends. poker. Non, elle est Ah, plus là. il faut qu'on parle quand même de la même chose. Yo, ce qu'il fait en grande partie, c'est pas du coaching. C'est des vidéos d'apprentissage. Ah non, mais attends, c'est pas la même chose. Non, mais jouons pas sur les mots, c'est un produit. Il n'a pas beaucoup de concurrence. Il a raison. Il n'y a personne qui fait comme lui. Les parties de coaching qu'il fait lui à 3 000 € la semaine à titre personnel, il en fait finalement assez peu. Enfin, je ne connais pas exactement les chiffres, mais c'est pas ça. Où là, il y a un petit peu de concurrence parce qu'il y a d'autres coachs. Mais ce qu'il fait, ce sont des vidéos d'apprentissage. C'est pas du coaching. Et il est tout seul. Il a raison, Marianne. Il n'y a pas de concurrence. En français, il n'y a pas de concurrence. Il y a Kill Tilt. Poker Academy. Ouais, Poker Academy un peu, Kill Tilt. Non, mais il y en En a français, quelques-unes. hein. Bah, il y a Winamax aussi avec son école de poker. Enfin, il y en a quelques-unes, mais il y en a. Non, ce qui est sûr, c'est Il que n'y en c'est a aucune lui. qui a c'est cette lui- notoriété. Voilà. cette, Non, mais de toute façon, Et cette légitimité, mais même en on va dire. communication générale, c'est l'ogre aujourd'hui. Clairement, il est très, très au-dessus, quoi. Mais bon, n'empêche que oui, il y a un article là Merci, sur Poker. Loïc. Non, mais il y a un article sur. Je pense à l'article de Poker 52 qui est sorti ce mois-ci. Vous l'avez pas vu? C'est une grande photo avec un petit encadré où c'est. Grosso modo, on dit que c'est le Cyril Hanouna du poker, que c'est un demeuré, qu'en plus, c'est pas une personne. Enfin, c'est un vrai règlement de compte. Et évidemment, l'auteur. Il est tout sauf demeuré. Mais il est tout sauf demeuré, bien sûr. Non, mais je veux dire, l'auteur de cet article, évidemment, a oublié de signer et de s'acheter des couilles. Mais la preuve que c'est quand même quelqu'un qui, aujourd'hui, est extrêmement clivant et. Et je crois que ça fait partie de sa stratégie de communication. C'est qu'on parle de moi, effectivement. T'as mieux si je clive, t'as mieux si on parle de moi. Et c'est ça qui lui ramène. Il a peut-être, sur certains points, un step d'avance là-dessus. Par contre, moi, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi les règles le détestent.
Pour quelle raison? Il y a des raisons objectives. Hein. Ouais, parce qu'il Trop de fait cinéma. des thunes. Pardon? Parce que quoi? Parce qu'il fait des thunes. Je pense pas que ça soit ça. Je pense qu'il y C'est en le a. côté show-off. Il y en a beaucoup pour qui le poker, c'est pas ça. Et c'est ceux qui, en même temps, admirent David Iquitaille pour justement tout ce qu'il est, c'est-à-dire sa simplicité, sa sympathie, son accessibilité et être vraiment quelqu'un qui a des résultats exceptionnels. Yo Viral, il vend beaucoup de choses, mais au niveau des résultats, c'est vrai que on n'arrive pas forcément à savoir, en tout cas en MTT, mais c'est pas sa spécialité, il n'a pas ces résultats-là, et pour eux, on dénature le jeu en tant que tel du poker. Pour un reg, c'est un mec qui... Il faut penser à des mecs qui jouent... Pourtant, ils ont tort. J'en Ils ont tort, fais parce que le partie, nombre où de- tu peux jouer des... Quoi ? Nombre de joueurs qu'il va recruter, et les règles sont contents après de les avoir sur les sites pour pouvoir. Oui, on est d'accord, mais c'est alors, de leur par prendre exemple, l'argent. quand tu fais n'importe quoi, on te parle, quand je venais de commenter le PT, toutes les 5 minutes, on me demande yo à buzz, yo on est où, yo machin. Au bout d'un moment, moi aussi, ça me gonfle la tête. On me parle tout le temps de yo, et je Mais pense attends, c'est une star. oui, mais c'est une réaction Putain, un on peu en cherchait une après le qui Oui, bah sûrement que maintenant, ça doit être lui. Hein. C'est Yo. Dernière partie. Chacun à notre tour, on va dire un dernier mot sur ce qu'on souhaite, sur le sujet qu'on souhaite. Looping, c'est toi qui démarre ton sujet ou tes sujets. Mon sujet, alors Enfin, tes c'est coups de cœur, tes coups de mes gueule, sujets, ça. c'est 2 coups de cœur. Allez. Le premier coup de cœur, on en a parlé un petit peu au début de l'émission, mais je ne l'ai pas évoqué parce que je voulais le garder pour maintenant. C'est un petit coup de cœur pour Mondir. Mondir parce que finalement, il a peut-être pas gagné un bracelet, il a peut-être pas gagné un high roller à 1 million, mais c'est le seul qui est capable de faire parler de lui aujourd'hui dans les médias généralistes. Si tu regardes cet été, lorsqu'il fait un simple ITM, ce qui est déjà bien, Très mais bien, enfin bien sûr. au main, il y a un article dans Télérama, il y a un article dans non, Le Figaro. Non. Pas dans Télérama. Télé Loisirs avec le chien. Mais Télérama, ils ont parlé du truc de théâtre qu'il y avait à côté. Mais c'était. Et alors, pas et ça. même si c'est. Et alors, Bon, alors, ou Télé Oh. Loisirs, ça va. Ça Bon. aurait été bien que Télérama en parle aussi. ah, c'est ça. Et voilà. Et finalement, donc c'est un coup de cœur parce qu'on manque peut-être dans le poker de gens qui sont comme ça, en dehors de la personnalité et de Mais ce qu'il c'est un fait. super mec, C'est faut pas le ce dire. que Moi, c'est pas ce que j'adore je juge. Mondir. On l'aime ou on l'aime pas dans ces émissions. Ça, c'est un autre débat. Mais on manque de gens comme ça qui sont capables peut-être d'amener un petit peu plus au grand public. Voilà. Et donc c'est un coup de cœur. Et puis en plus, il est fort sympathique quand tu le croises sur des événements. Et puis alors à l'opposé, mon deuxième coup de cœur, c'est pour la Team Bipoc, qui est une association pour des joueurs récréatifs et amateurs. Ils ont fait un live il y a pas longtemps, et voilà. Et une fois de plus, finalement, tu t'aperçois que ce sont des gens qui sont passionnés, qui sont très investis, qui se démènent toute l'année pour avoir des compétitions online sur toutes les rooms d'ailleurs, et sur du live pour mettre les joueurs, leurs joueurs d'association en avant. Donc voilà, c'était un petit deuxième coup de cœur pour leur tirer un coup de chapeau. Alexis, ton coup de cœur. Eh ben moi, je voulais parler de philatélie. Parce que ça fait maintenant une bonne quinzaine d'années que je collectionne les timbres. Et finalement, c'est pas si loin, c'est pas si éloigné du poker que ça. T'as peur, hein? C'est énorme ton départ. Non, je voulais parler de l'EPT Barcelone parce que j'y suis allé il y a pas longtemps. Et moi, je me suis dit, il voulait dire Phil Ivey. Mais moi, je me suis dit, il voulait dire Phil Ivey, il a complètement bugué sur le coup. L'EPT Barcelone parce que c'est On a une vu vraie- le PT Barcelone, je vous mettrai la photo de l'endroit Donc, où je- il était invité, Alexis. C'est la grand-messe du poker, avec toutes les stars, avec une organisation aux petits oignons et tout, c'est vraiment top. Effectivement, alors il y a une communication très très habile qui dit que c'est le PT record. J'ai vu tes posts, Brian, ça m'a fait sourire. Le PT est devenu re-entry. Donc il y a 200 joueurs de moins, ça c'est quand même inquiétant, 200 joueurs de moins. Il y a 417 buy-in, 457 rebuy. Donc ce qui permet d'avoir T'es un un price peu pool. invendu, toi, non? Mais C'est- on va pas bouder notre plaisir. Ça reste une très très belle étape. Ça reste vraiment, je pense, le PT à jouer de la saison. Et puis surtout, et ça c'est ce qui m'a fait plaisir, j'ai vu PokerStars qui se réveillait un peu.
J'ai vu un stand de Frank Poker Stars, et ça fait quand même tellement longtemps qu'on le réclamait au bureau français. Eu un état d'esprit un peu différent d'avant, qui avant c'était on est Poker Stars et puis on vous emmerde. Si ça vous plaît pas, bah c'est comme ça. Là, j'ai senti qu'il y avait un peu plus un retour à la priorité des joueurs. Et j'ai croisé un de mes anciens collègues qui était sur l'île de Man et qui m'a dit bah avant on voulait gagner de l'argent, maintenant on veut gagner des joueurs. La philosophie, elle est très intéressante. Je pense, j'espère en tout cas, que ça va endiguer cette hémorragie de joueurs et que le PT va redevenir ce qu'il était il y a quelques années encore. Et cette hémorragie d'image un peu aussi, parce que PokerStars, ça fait beaucoup moins... Oui, ça c'est encore un peu plus complexe, mais en tout cas, je parle de l'EPT là. Yann. Et moi, je vais rebondir sur ta belle phrase. Annoncée par PokerStars qui dit qu'il voulait gagner des joueurs plutôt que de l'argent. En fait, c'est toi qui l'as inventé. C'était en substance, mais putain, ça claquait. Ah, mais ouais, c'était classe. Et du coup. T'es nettement celui qui mérite d'être le mieux payé de cette émission. Vraiment. Ouais, malaise. Du coup, je vais. Ce message-là, en fait, c'est pas ni un coup de gueule ni un coup de cœur. C'est une transmission d'informations que j'envoie à toutes les personnes qui pensent que le monde amateur ne sert à rien. Quand je parle du monde amateur, c'est du poker sans argent, hein, que ça soit Red Cactus, Florida, le CDC, la LFP, l'UPKRA, toutes ces initiatives qui font que, à l'instar de n'importe quel sport, on a un milieu professionnel et dessous un tissage d'amateurs passionnés qui peuvent s'éclater et apprendre à jouer. Donc, messieurs, les casinotiers, les méchants, je ne sais pas de qui vous êtes, foutez-nous la paix. Brian. Moi, j'aurais bien parlé aussi de l'EPT Barcelone, mais un peu différemment, parce que j'y étais pas, même si je l'ai commenté. C'était aussi pour rebondir par rapport au début, quand on disait est-ce que les gros buy-in sont morts en France. Les Français étaient la nation la plus représentée, donc sur cette EPT, ça. Il y avait 11%. Non, 11. Le tableau qui est sorti, c'était 16 devant les Espagnols. Il voit toujours plus grand, Loupini. Les Espagnols étaient 4e. C'était France et Italie. C'était France, Italie et j'ai oublié, Angleterre. France premier ? Ouais, France premier, avec 11% des joueurs. Donc si on le rapporte au nombre de joueurs, en gros 1400, ça fait quand même plus de 150, 170 joueurs français. Ce qui veut dire qu'il y a en tout cas un terreau en France pour avoir des gros buy-in. Si là on arrive à avoir autant de Français qui se déplacent à Barcelone, qui est sûrement une des étapes les plus sympas, fin août, dans Barcelone, au bord de la plage. Enfin voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, c'est génial, c'est une très bonne idée. D'ailleurs, c'est pour ça que ça marche très bien. Et donc, je pense qu'il y a moyen pour les gros buy-in. Et en plus, c'est un festival qui a plutôt bien réussi aux Français, avec 5 Français en TF de l'EPT national. Sur le main event, par contre. Alors, c'est ce que j'allais dire. Un triplé français sur l'EPT national, dont Julien Martini qui a fini 2e et qui a gagné un bracelet. Il y a Benjamin Pollack qui a gagné un super air roller. En revanche. Oui, vas-y, TF d'un autre air roller. Oui, et TF et 4 items, et il a fait item sur le 10K et sur le main. Il a fait 1,5 million de gains bruts. Bon, après, la TF du 100K, il a pris 4 bains, il a pris 400K, ce qui est énorme, mais il a pris 4 bains, sachant que c'est 100 000. Bon, bref. Donc c'est le chip, celui-là. C'était pas le moment de faire la mais il y avait 1,5 million, 1,6 million finalement. Comme disait Pêcheux, ça sert à rien d'avoir 5 millions de gains si tu as buy-in 8 millions. Ah bah ça c'est sûr. Donc voilà, en tout cas dans l'ensemble c'est un très bel événement et avec beaucoup de Français sur place. Donc je pense qu'il y a moyen d'avoir des buy-in au-delà des petits buy-in, des buy-in moyens et gros avec des gens français qui sont motivés. C'est Pêcheux qui a dit ça ou c'est Big Roger ? Je les confonds comme ils sont tout le temps ensemble. C'est Pêcheux en réponse à Big Roger. Il y a une histoire entre les deux. Il y a quelque chose. À Marrakech là. Il y a quelque chose. Mais Adrien devait nous parler de Big Roger, mais Adrien n'est pas là. Ce sera pour la prochaine émission. Et moi, pareil, je vais vous parler de 2 coups de cœur, entre guillemets, pour finir. Bon, le premier sur Benjamin Pollack, effectivement, tu en parlais, parce que là, les performances, elles sont incroyables. Il a pris combien de millions en 2 ans, là ? Il est à 11 en tout. En 2 ans ? Non. Il a Lifetime en Head Mob. Ouais, mais là, il a pris... Et tu te souviens, dans l'émission d'avant, je disais que c'était le nouvel Elki, qu'il fallait lui... Ben voilà, le gars, il est là, quoi. Ah, j'ai une grosse pensée pour BetClick, là, quoi. Finalement, BetClick n'est pas à sa mesure. Du coup, il a une très grosse room avec beaucoup plus. Ou... C'est sûr. On en a parlé à l'émission précédente, Brian, quand tu n'étais pas là. Aussi. Non, mais c'est vraiment... Donc, je tiens à saluer. Puis, il a déclaré sur une interview qu'il voulait essayer de dépasser Elki. Donc, Elki, je sais plus, c'est 12, 14 millions ? 13, je crois. Ouais, il est plus très loin. Je crois que c'est 12 et quelques.
Donc, Un ou deux tournois, quoi. Ouais, un ou deux ITM, À son quoi, a rythme, priori ouais. sur des tournois à 100K. Enfin, je voulais saluer. Et puis, le deuxième, malheureusement, un coup de cœur, mais un petit peu triste, puisqu'on a appris la disparition de Michel Chen. Alors, vous le connaissiez pas tous, évidemment, puisque c'était un amateur parmi d'autres, un amateur éclairé, quelqu'un qui jouait pas mal de tournois, que ce soit chez PMU, chez PokerStar, entre autres. Il était connu puisqu'il a gagné 2 fois le High Roller à FPS d'affilée, ouais. FPS à Lille. Non, une fois à Lille et après Une fois à Lille, une fois. après il avait fait Deauville, je crois. Il avait enchaîné Lille et Deauville. Ouais, enfin, je l'avais vu. Moi, je l'avais connu sur la finale d'un High Roller à Cannes pour PMU à l'époque, qui était un joueur extrêmement sympathique, un des joueurs qui fait qu'on aime aussi découvrir ce milieu du poker, parce que c'était un gars sympa, ouvert d'esprit, c'était un vrai passionné, c'était quelqu'un que beaucoup de personnes appréciaient. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous verrez qu'il y a beaucoup de joueurs et de grands joueurs de poker français qui en disent beaucoup de bien. Donc voilà, une pensée à sa famille. Je ne sais pas s'il verra cette émission, mais en tout cas, on voulait juste dire un mot sur lui. Et puis, merci à tous d'avoir suivi l'épisode 3. On remercie évidemment notre partenaire Poker et Associés. Je vous conseille encore une fois d'aller sur le site, de vous inscrire, de vendre vos parts sur les prochains tournois. Rappelle-toi que c'est peut-être la minute sus, mais c'est celle qui te paie ton train pour pouvoir descendre. Ah n'importe quoi. Et Moi, ça, j'ai- et ça, J'ai c'est un quand ticket même- d'essence. Il est et pour qui ça, le c'est ticket quand- ça, d'essence? c'est important. C'est quand même le régal. Donc merci Poker Associé. Dis merci à Poker Associé quand même un peu. Merci Poker Associé. Voilà, tu vois. Donc allez-y. Comme dirait Yann, faisons des trucs utiles. Abonnez-vous sur la chaîne, cliquez j'aime, partagez, etc. quoi. Ah ouais, il faut le faire. C'est hyper Merci, important. voilà, et très il y aura bien. bientôt des nichons Oh, et la des vache. fesses. Là, t'as perdu 3 J'ai perdu trois dislikes, voilà. voilà. Looping, il est content de voir. De toute façon, il s'en fout. Le Florida est plein. Brian, voilà. Un jour ou l'autre. ça, un jour Peut-être ou à la l'autre. prochaine. Ouais. Écoute, très bien. On en parlera peut-être d'ici là. Ou pas. Que va la vie, que tout ça. On vous aime. On vous fait la bise. On vous dit à bientôt. Et, On vous aime, on n'aime pas tout le monde. Il y en a qu'on n'aime pas trop. c'est vrai. Mais pour les autres, Ouais, pour Je les suis autres, pas la sûr bise. que t'aies une seule image exploitable de la fin. on vous fait la bise. Ciao. Merci Ciao. la bise. So I cut you off. I don't need your love. So you can cry all you want. Your time is